Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Il y a des départs qui naissent d'un rêve et d'une opportunité, et d'autres d'un besoin de fuir une réalité devenue trop lourde à porter. Être migrant, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Contrairement à ce qu'on imagine souvent, c'est pas seulement traverser des mers ou affronter des épreuves. C'est aussi tout simplement partir étudier à l'étranger, aller travailler dans un autre pays ou s'expatrier pour recommencer sa vie. Prenons un exemple. Un Européen qui vit et travaille en Afrique est un migrant, même si on utilise souvent pour lui le mot expatrié. Au fond, être migrant, c'est vivre une transition, tourner la page et écrire un nouveau chapitre de sa vie. Alors, la migration congolaise, elle, raconte une histoire bien particulière. C'est l'histoire d'un peuple d'une immense richesse, avec une culture forte et une grande résilience. Mais c'est aussi une histoire marquée par des crises, des inégalités et des conflits qui, parfois, ne laissent pas d'autre choix que de partir. Aujourd'hui, sur Trajectoire migratoire, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Toili, un brillant chercheur congolais qui vit actuellement en Europe. Son parcours est inspirant. Il est avocat, enseignant et chercheur. Sa vie a suivi un chemin admirable, celui de la quête du savoir, de la défense du droit et de l'expérience de la migration. Il nous parlera de son parcours personnel et professionnel, ainsi que de son expérience migratoire. Nous parlerons aussi des raisons profondes qui poussent les Congolais à partir, et nous ferons le point sur la situation actuelle entre la RDC et le Rwanda. Et comme à notre habitude, une grande question guidera notre échange. La migration, est-ce une fuite ou une forme de résistance? Bonjour et bienvenue sur Trajectoire migratoire. Je m'appelle Telly. Bonjour Valérie, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour cher Teddy, c'est un plaisir de me retrouver dans ce cadre pour échanger de nos expériences en tant qu'émigrants. Merci beaucoup. Parfait. Bon, ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? 7 ans. On s'est rencontrés dans un programme d'études ici en Europe et depuis, on a toujours gardé le contact et on échange régulièrement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, merci beaucoup. En tout cas, moi, on m'appelle Valérie Ntwali. Je suis congolais de Kinshasa, originaire de la République démocratique du Congo, mais je viens des régions de l'Est du Congo, au sud Kivu. Je suis chercheur en géopolitique des conflits et la sécurité collective dans la région des Grands Lacs. Je suis par ailleurs avocat inscrit au barreau du Sud Kivu, chargé d'enseignement à Sciences Po Fontainebleau de l'Université Paris-Est Créteil. Ok, parfait. Merci pour la présentation. On reviendra sur le parcours. Bien évidemment, on est là pour ça. Alors, si tu devais résumer ton parcours en 3 étapes clés, ce seraient lesquelles? Oui, en 3 mots, en trois étapes assez simplifiées, c'est que mon parcours peut se résumer dans le courage, dans l'engagement et dans la résilience. Donc ces trois mots en question résument en tout cas ce que nous sommes ou ce que nous sommes devenus au regard bien sûr des réalités de notre vie tout au long de notre évolution jusqu'à aujourd'hui. D'accord. J'aime ce que tu viens de dire, la résilience. Et donc la résilience, c'est la capacité à surmonter les difficultés
et à rebondir après une épreuve ou un traumatisme. Je pense qu'on reviendra un peu sur la crise congolaise. Alors, comment décrirais-tu ton identité aujourd'hui? Congolais, africain, européen ou un peu tout à la fois? Oui, c'est une question intéressante. C'est que, bon, quand on est migrant, en quelque sorte, on constitue un pont entre nos pays d'origine et les pays qui nous accueillent. Pourquoi? Parce qu'on répond quotidiennement aux questions qui viennent des deux côtés. Donc, vous avez des gens de votre pays d'origine qui vont vous demander des informations sur ce qui est l'Europe, sur ce qui est l'Occident, quelles sont les réalités en Occident, et ainsi de suite. Et du côté de l'Occident, ils vont aussi vous poser toujours des questions concernant votre pays d'origine, notre continent africain, ainsi de suite. Et donc, on se retrouve au milieu, en train de jouer en quelque sorte les équilibres entre les pays d'accueil dans lesquels vous devez apprendre à vivre et les pays d'origine pour lesquels vous ne devez pas oublier, que ça soit en tout cas votre tradition, vos valeurs, ainsi de suite. Et donc on est un pont entre les deux. Voilà, si je peux le résumer. Je comprends bien ce que tu veux dire en fait, ouais. On est des membres de la diaspora africaine. On salue toute la diaspora africaine qui nous écoute. Et c'est important hein, parce que comme tu le dis, hein, et que quand on quitte son pays, qu'on vit à l'étranger, on est une espèce en fait de pont entre son pays d'origine et son pays d'accueil. On n'oublie pas son pays d'origine et en même temps on adopte voilà les codes culturels et les codes sociaux du pays d'accueil. Et donc un membre de la diaspora, c'est tout simplement une personne qui a quitté son pays d'origine pour vivre ailleurs, à l'étranger. Alors, on va parler un peu de ton parcours personnel et scolaire. Et après, on parlera aussi de ton parcours académique parce que je rappelle que voilà, tu as fait des grandes études, tu as plusieurs masters et là, actuellement, tu es en thèse de doctorat. On reviendra sur tout ça. Mais avant, je voudrais vraiment comprendre un peu comment c'était ton enfance au Congo. Où as-tu grandi et quels souvenirs gardes-tu de ton enfance au Congo? Et d'ailleurs, tu viens de quelle région au Congo? Parce que très souvent, les médias, on entend parler voilà, de l'Est du Congo. Et moi, je suis pas encore allé aussi au Congo. On m'a beaucoup parlé de cette région, notamment de Goma. Et j'imagine que c'est une très belle région que je tiens vraiment à visiter un jour. Et d'ailleurs, de passage, on salue tous les habitants de cette grande région. Est-ce que tu peux nous parler de cette grande région et de ton enfance? Oui, merci beaucoup hein, pour cette question qui va toucher bien sûr mes origines du point de vue historique, géographique, social et ainsi de suite. C'est que la région de Goma ou la région du Nord Kivu, donc il y a comme chef-lieu Goma qui est la ville. Voilà, c'est une région de l'Est du Congo qui se trouve dans l'Est du Congo, frontalière à la région congolaise du Sud Kivu, d'où je suis d'ailleurs originaire. Ces deux régions sont frontalières au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda, particulièrement pour la région du Nord Kivu. Et donc, ce sont des régions qui ont une histoire assez contrastée. Pourquoi? Parce que bien sûr, riches du point de vue historique. Ce sont des régions qui ont connu des grands royaumes, comme on parle de l'Afrique de l'Ouest, souvent des royaumes donc de l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana et les autres empires en Afrique de l'Ouest. Dans cette région, il y a eu des grands empires aussi, avant même la colonisation. Donc, du point de vue historique, c'est une région qui a beaucoup de choses à enseigner aux Africains. Du point de vue géographique, c'est une région qui a un environnement très magnifique, attractif d'ailleurs. Hein, le tourisme au Rwanda, ça fait beaucoup d'argent. C'est bien entretenu, c'est bien sécurisé. La Tanzanie, le Burundi, c'est assez touristique avec des lacs magnifiques, les lacs Kivu, les lacs Tanganyika, et ainsi de suite, les lacs Albert.
Et donc, c'est des régions à visiter. Mais ce qui contraste, bien sûr, c'est l'environnement sécuritaire de la région, parce que ce sont des régions qui ont connu la guerre depuis les années 90, fin des années 80, voilà, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est à peu près 30 ans de guerre, ce qui explique aussi la résilience des peuples qui vivent là-bas. Et donc, c'est assez contrasté en termes de, voilà, du vécu et des richesses potentielles que ces régions regorgent. Par rapport à mon enfance, c'est que, bon, j'ai décrit déjà, le- en tout cas, la réalité historique géographique de la région. C'est que c'est vraiment une enfance qui est aussi compliquée en soi, parce que déjà, c'est vers la fin des années 80, on arrive sur la terre des hommes et des femmes. Et c'est juste quelques années après que les génocides contre les Tutsis s'est commis au Rwanda. Et là, une vague de réfugiés Hutus et des ex-FARC intérimaires vont traverser dans les régions congolaises de l'Est, donc au sud Kivu et au nord Kivu. Et nous, on va les accueillir en étant encore petits. Et c'est là que la guerre va se prolonger, hein, s'exporter dans ces régions congolaises du Kivu. Et donc, on commence l'enfance scolaire carrément dans des situations de troubles où vous étudiez 2 jours, demain vous n'étudiez pas parce qu'il y a eu des attaques armées, ou soit vous devez vous cacher dans des forêts, ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment de l'enfance très compliquée, complexe et qui demande résilience. Et c'est pourquoi j'ai évoqué ces mots d'ailleurs, parce que si on est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas croisé les bras, c'est parce que malgré qu'on est tombé plusieurs fois, on s'est toujours élevé. Et donc, c'est ça, c'est le symbole carrément de la résilience. Merci d'avoir partagé ça. Merci de nous avoir parlé de cette grande région qui est très connue à travers le monde. Et merci aussi d'avoir partagé ton enfance qui, comme tu l'as dit, hein, n'a pas été facile. Tu as eu une enfance difficile et grandir dans un endroit où la vie est dure, et même si la région est très riche, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'ailleurs, hein, même à raconter avec un peu de recul aujourd'hui. Être un enfant dans un pays qui a de l'argent, mais qui est rongé par les problèmes, c'est vraiment très problématique. Et même avant d'arriver à cette crise, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire? Genre, comment c'était au lycée? Ouais. Oui, en tout cas, une question intéressante encore une fois. C'est que mon parcours scolaire, je l'ai commencé au village, donc l'école primaire, tout au début. Et du coup, j'ai fait une année. Et après, les parents ont décidé de m'envoyer étudier dans une école en ville, dans la ville de Bukavu. Donc, je devais vivre auprès des membres de la famille. En étant tout petit, on m'a séparé déjà de la famille la première année de l'école primaire. On a commencé, voilà, l'étude en question dans la ville de Bukavu au complexe scolaire Espoir. C'est une école privée d'excellence. Et c'est dans les années 96, 97, c'est à cette époque-là que la première guerre du Congo va commencer. Donc, juste après qu'on ait fini l'année académique, moi, j'étais rentré au village pour saluer les parents et passer mes vacances. Et la guerre m'a trouvé là-bas. Donc, je ne suis plus retourné dans la ville de Bukavu. Donc, je suis resté au village là-bas. Je poursuivi, je me suis inscrit dans ouais, une autre école là-bas. Et c'est à partir de là que j'ai obtenu mon certificat de fin d'études primaires. Quand je l'ai obtenu, quand je devais l'obtenir, bien sûr, il y a la guerre qui s'est accentuée encore une fois. Là, c'était maintenant la deuxième guerre qui prenait son ampleur et qui commençait en 1980. Et là, on nous avait tout pillé. Donc, il y a eu des rebelles qui sont venus piller tout. On était une famille agro-pastorale. Ils ont tout pillé pendant une nuit. C'était dans l'année 2001. Et là, on était obligé de fuir et quitter le village pour aller en ville encore une fois, dans la ville de Bukavu. Et c'est là que j'ai fait ma dernière année de l'école primaire et où j'ai obtenu maintenant les certificats de fin d'études primaires. Et c'est
dans la ville de Bukavu que je commence maintenant l'école secondaire et j'obtiens mon bac dans cette ville de Bukavu et c'est là que je vais effectivement continuer à l'université pour faire la faculté des droits. Mais au départ, au niveau du secondaire, j'ai fait des études de péda, psychopédagogie. Donc, ce sont ceux qui sont destinés à enseigner à l'école primaire après leur bac. Mais si vous voulez continuer à l'université, il y a effectivement des institutions supérieures qui ont vocation à recevoir ces gens qui sont appelés à enseigner à l'école secondaire et aux humanités, collèges, tout ça. Mais au Congo, il y a une spécificité. C'est pour aller à l'université, vous avez la liberté de choix. Vous pouvez avoir fait des humanités littéraires et philosophie, donc les latins philo, et vous retrouvez à l'université en train de faire la médecine. Et donc, moi, j'ai fait la psychopédagogie et à l'université, je me suis retrouvé à la faculté des droits, et ainsi de suite. Donc, c'est ça en bref, comment les choses se passent au Congo. Ok, oui. Mm, c'est, voilà, je réfléchis un peu. Bon, je voulais faire une sorte de comparaison entre le système éducatif congolais et celui de mon pays, la Guinée. Je sais pas si je pense qu'on n'a pas les mêmes parcours, les mêmes options au lycée. Parce qu'en fait, on a trois options. C'est-à-dire, la première option qui est les sciences mathématiques, tout ce qui est axé sur les mathématiques pures, que chimie et les sciences, ce qu'on appelle option scientifique, pour ceux qui veulent, par exemple, être ingénieur, économiste ou informaticien. Alors après, on a les sciences expérimentales qui tournent autour, voilà, qui sont un peu équilibrées entre les mathématiques, la biologie, la physique, chimie. Et c'est exactement cette option qui permet de déboucher vers tout ce qui est médecine à l'université. Et enfin, on a les sciences sociales, l'option SS, centrée sur tout ce qui est philosophie. Ouais, le droit, les littératures. Et donc, c'est la filière qui mène vers les études de droit, quoi. Et tu Oui. peux nous parler brièvement du système éducatif au Congo? Oui, les systèmes éducatifs au Congo donc s'inspirent de l'ancien système belge parce qu'ils ont réformé. Au Congo, ils ont essayé de réformer aussi, mais en tout cas, c'est pas la même chose que chez vous. C'est que au Congo, on a euh, un cycle, le premier cycle de 2 ans après l'école primaire, qu'on va appeler cycle d'orientation, donc on l'appelle l'école secondaire. Donc première et deuxième CO ou secondaire. Là, on étudie tout ensemble. Et arrivé en troisième année, là, on doit choisir. Et là, vous devez faire les choix, soit d'aller vers les filières qui sont proches des sciences, ou les filières qui sont proches de la psychopédagogie, ou soit les filières qui sont proches donc des filières sociales et techniques. Quand je parle des techniques, là, on voit les filières comme la mécanique, coupé technique, menuiserie, et ainsi de suite. Mais au fait, ça se clarifie beaucoup plus au niveau du bac. Quand on doit faire les examens du bac, c'est que on a toujours ceux-là qui ont fait voilà les scientifiques. Donc dans les scientifiques, au fait, ce n'est pas fusionné chez nous. Mhm. Donc il y a par contre le maths physique, ceux qui font section maths physique. Donc ils vont commencer de la troisième année jusqu'en sixième année. Ils vont obtenir leur bac spécialité maths physique. Il y a d'autres qui vont faire la spécialité biologie-chimie et qui vont commencer aussi à partir de la troisième année jusqu'en sixième année. Et donc, leur bac, c'est un bac de biologie-chimie. Et normalement, dans l'ancien système avant, ce sont eux qui devaient faire effectivement la médecine. Par contre, nous, on a fait voilà la filière psychopédagogie. Donc, ça commence aussi en troisième année jusqu'en sixième année. Et là, vous obtenez les bacs de psychopédagogue. Et là, vous pouvez enseigner à l'école primaire, ainsi de suite, ou poursuivre.
Maintenant, ce qui a changé au Congo, c'est qu'au niveau de l'université, on n'a plus cette exigence de dire que voilà, comme vous n'avez pas fait biologie, chimie, vous ne pouvez pas faire la médecine. Donc, même moi qui ai fait voie psychopédagogie, je me suis retrouvé en train de faire les droits. Donc, tu fais ton choix selon tes capacités, bien sûr. Et il y a aussi cette filière de latin philo. Ils commencent aussi en troisième année jusqu'à obtenir leur bac. Et là, normalement, ce sont eux qui étaient destinés aussi à faire soit les droits ou à faire les lettres, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Mais et aussi, il y en a, j'ai des collègues qui ont fait la philo, mais qui sont médecins aujourd'hui. Euh, on a qui sont ingénieurs en bâtiment, alors qu'ils ont fait latin philo, alors qu'ils ont fait psycho, pédagogie. Voilà. Donc, c'est un peu libre au niveau de l'université. Et voilà, je ne sais pas si c'est un avantage ou c'est un inconvénient ou je ne sais pas. Mais au moins, ça laisse plus de liberté. Si tu t'adaptes, tant mieux. Si tu échoues dans la première année, bon, tu retournes à ta case de départ. OK. Merci beaucoup. Bah, moi, tout ce que j'ai envie de dire, je vois que ouais, c'est nos systèmes n'évoluent pas et je pense il est vraiment temps de réinventer l'école ou le système éducatif dans nos différents pays en modernisant les programmes ou le curriculum en fait. Il n'arrive pas à l'adapter au monde d'aujourd'hui. Je pense qu'il est tellement quand tu prends certaines matières en fait qui deviennent de plus en plus obsolètes en fait en tout cas et dans le monde d'aujourd'hui, je pense il est important de moderniser tout ça. On va parler de tes droits, parce que tu as fait de droit, comme moi d'ailleurs. Oui. J'ai aussi étudié le droit, mais moi, à l'origine, je voulais pas faire le droit, hein. Je voulais vraiment faire de l'économie. Oui. Parce qu'après le bac, quand je suis allé m'inscrire à l'université, le responsable du département d'économie m'a tout simplement déconseillé cette voie. J'ai fait les sciences au lycée. Et du coup, je me suis retrouvé en droit et au final, je me suis spécialisé en droit des affaires qui tout de même très proche de l'économie. Et donc, pour moi, ou dans ma tête, la boucle était bouclée, quoi. Je sais de passage à toute promotion de droit de l'université Kofi Annan de Guinée. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à faire les études de droit, Valérie? Mes études de droit, c'est une longue histoire en soi. Moi aussi, hein, je n'ai jamais au départ voulu faire les études de droit, mais ça a été carrément, je dirais, un combat en soi, mais un combat qui était choisi d'avance en quelque sorte pour moi, mais pas par moi-même en quelque sorte. Parce que, bon, quand j'ai obtenu mon bac, tout le monde au sein de la famille, la maman, elle voulait que je fasse la médecine. Il y a mon oncle paternel qui voulait que je fasse la géologie, minéralogie, géologie, parce que c'est le secteur, donc c'est la filière que lui avait fait. Et il voulait que je fasse cette filière-là à l'université parce qu'il y avait d'opportunités d'embauche. Par contre, mon père, lui, voulait que je fasse les droits. Parce qu'il disait quand même que les droits, ça donne l'assurance, ça donne plus de sécurité, ainsi de suite. Et donc, moi, je me suis retrouvé dans l'embarras parce que mon choix de départ, c'était les sciences politiques. Et entre-temps, il y a un fait nouveau qui va apparaître dès qu'on obtient le bac, c'est que tous, on est influencés par les vents du moment. À ce moment-là, c'est l'agronomie qui était au top. Donc, il y avait beaucoup d'ONG qui travaillaient dans le secteur agricole, dont le plus connu s'appelle Yassi Alka. Il y a l'autre qui est ITA, financé d'ailleurs par des fonds par moment de l'Union africaine. Et donc, tout le monde voulait faire l'agronomie dans ce sens-là. Et on s'était influencé. 15 personnes du même auditoire, hein, on a obtenu des bacs ensemble, des amis. On est partis tous se faire inscrire en agronomie. Et du coup, dans la faculté d'agronomie, le premier enseignant qu'on a, c'est l'enseignant d'informatique. Et le monsieur,
le monsieur, il arrive, il vient avec des mathématiques assez compliquées, les intégrales, des dérivés. Eh ben, lui, il nous dit, mais si vous n'avez pas une formation au départ scientifique, donc votre place n'est pas ici. Donc lui, il a commencé à terroriser comme pas possible. Et nous, on venait de la filière psychopédagogie. Donc on a les maths, mais pas de manière approfondie comme en sciences. Les maths appliquées, les Voi- maths profondes. Voilà. Et du coup, lui, il a dit, au fait, il passait rapidement et il disait des notions comme ça élémentaires, moi, je ne m'attardais pas. C'est considéré comme du déjà vu. Donc, moi, je vais passer aux problèmes plus complexes. Et là, nous, on comprenait, parmi nous, il y a certains qui ne comprenaient plus rien. Il y a d'autres, par contre, qui s'adaptaient, qui étaient bons en maths et qui s'adaptaient. Et moi, je m'étais dit, mais c'est comme si je me suis perdu. Je ne suis pas très bon en maths. Je peux réussir, mais je ne suis pas très bon. Mais je constate que je risque d'obtenir des petits points. Donc, de réussir, mais réussir pas de la plus bonne manière. Et là, je me suis dit, non, je vais changer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je pars maintenant m'inscrire en médecine pour rencontrer les choix de la maman. Donc, je m'inscris en médecine, mais entre-temps, je regarde l'art de guérir, c'est de se confronter, oui, c'est de se confronter à des situations très difficiles où vous voyez des malades en situation agonique. Vous avez des gens qui ont fait des accidents, vous devez voir les sangs, et ainsi de suite. Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez humain. Je me suis dit, mais il y a des choses que je ne saurais pas faire parce que j'aurais pitié de la personne. Et donc, je me suis dit, non, je ne crois pas que ça soit vraiment mon monde, ce monde de la médecine. Et donc, je suis sorti, je n'ai pas fait même un jour. Je suis parti m'inscrire en sciences politiques, qui était par Et ailleurs juste, mon choix. et juste avant de continuer, vous aviez cette liberté de vous inscrire dans plusieurs filières pour la même année. C'est-à-dire, il y avait cette possibilité, vous aviez cette possibilité qui vous permettait de passer d'une filière à une autre dans la même année universitaire. Oui, il y a cette possibilité Ok, si les inscriptions ne sont pas encore clôturées. Donc, si, d'accord. si tu, par curiosité, par mativisme, quand on est trop jeune, parfois on est attiré par les noms de la faculté, alors qu'on n'a pas les atouts nécessaires pour s'en sortir dans cette faculté-là. Et ça, c'est un aspect qui tue beaucoup de jeunes Africains parce que l'orientation pose un sérieux problème. Exactement. Donc, il y a des gens qui perdent leur temps, qui n'arrivent pas à exprimer leur talent parce qu'ils ont choisi des facultés dans lesquelles ils n'ont pas beaucoup d'atouts, en quelque sorte. Ou parfois même ils n'ont pas choisi, et ils ont Voilà. été poussés à faire quelque chose où ils ont été orientés. Et Et d'ailleurs, on en parlait avec Algassimou Kezusa de passage. On avait parlé de question aussi voilà, d'orientation où lui, par exemple, il disait que voilà, puisqu'il était l'aîné de la famille, donc il n'y avait pas un exemple à suivre, donc il était lui aussi un peu perdu au niveau de l'orientation. ouais, Et donc, et puisqu'il n'y a pas, il y a pas de service réel en fait, qui permet d'accompagner les jeunes à mieux s'orienter, du coup, ça devient problématique. Et surtout, comme tu le dis, en fait, quand on sort du lycée, on est très jeune, on n'a pas de recul, et c'est vraiment pas évident, oui. ouais, c'est tellement vrai, c'est là. Et ça pose un sérieux problème. Et donc, moi, je suis parti m'inscrire en sciences politiques. La filière, bien sûr, que je voulais plus. Mais entre-temps, bon, je me suis dit, ben, on peut quand même, parce que je voulais faire la science politique pour être politicien, pas pour uniquement être spécialiste des sciences politiques. Mais après, je me suis dit avec les échanges avec d'autres amis, mais bon, tu peux faire une autre filière et être politicien. Donc, tu n'as pas besoin de faire les sciences politiques pour être politicien. Et c'est là que je me suis dit, mais bon, les droits, ça serait quand même une bonne opportunité comme déjà, il y a des carrières qui sont bien encadrées en droit. Donc, tu peux être avocat, tu peux être magistrat. Et donc, moi, je me suis dit, bon, si je deviens avocat, quand même, je peux à la fois
faire la politique en tant qu'acteur politique et rester avocat. Et c'est comme ça que je n'ai pas fréquenté même un seul jour au sein de la faculté des sciences politiques. Donc, je suis parti carrément rejoindre la faculté des droits à l'Université catholique de Bukavu. Donc, je les ai trouvés déjà avec 3 semaines de cours, donc avec un retard. Ils avaient fini déjà des cours à peu près, tout ça, mais je m'étais adapté. Et c'est comme ça que l'aventure de la fac des droits a commencé. Mais je devais obligatoirement faire alors les droits publics. Comme je m'intéressais beaucoup plus de la science politique, donc les droits publics étaient assez proches. C'est comme ça que je Droit suis publiciste. administratif, droit Voilà, constitutionnel. effectivement. Juriste publiciste, donc c'est ça. Et je me rappelle l'anecdote là avec un professeur qui m'a, au fait, moi j'étais quelqu'un qui dérangeait souvent, mais dans les silences. Et ce sont des amis qui riaient souvent et puis on les attrapait, on m'attrapait jamais souvent à l'auditoire. Et Le petit malin qui perturbe toute la classe. oui, et donc un jour comme ça, dans un cours je pense que c'était un cours du principal système juridique, en première année de master, donc licence 1 chez nous dans l'ancien format. Du coup, on a attrapé les amis, on était assis juste à côté. Et les profs, quand ils t'attrapent, ils te posaient une question. Quand ils t'attrapent en train de déranger, ils te posaient une question. Et là, il fallait répondre. Si tu ne réponds pas, donc tu sors dehors et tu ne reviendras que les jours que tu auras la réponse à la question qui a été posée. Et donc lui, la punition, c'était de répondre à sa question. Voilà, c'était ça la punition. Donc, du coup, pour dire que tu ne dois pas déranger sans rien savoir. Donc, si tu déranges, ça signifie que tu connais. Du coup, quand les amis échouent, le monsieur dit, mais celui d'à côté peut répondre alors. Là, ça tombe sur moi. Et quand ça tombe sur moi, c'était une question Et ça sur... tombe sur le vrai perturbateur. Oui, ça tombe sur moi, c'était une question sur, voilà, les fondements du droit de l'environnement. Donc, en tout cas, l'affaire qui a été à la base de la naissance du droit international de l'environnement. Donc, c'était Ouais, l'affaire de aux la fonderie États-Unis. de Trail, voilà, la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ouais. Heureusement, je connaissais effectivement la réponse, mais avant même que je ne réponde, parce que lui, il m'avait demandé de résumer les faits et de donner la position du tribunal arbitral. Donc, du coup, il y a un ami qui a réagi directement dès qu'on a dit que moi, je puisse répondre. Il a dit les juristes politologues. Il est attrapé aujourd'hui. Et puis, le prof dit, juriste politologue, pourquoi vous l'appelez comme ça? L'ami qui répond, il dit, bon, lui, il s'intéresse beaucoup à la science politique aussi, aux phénomènes politiques, ainsi de suite. Et le prof qui va dire, mais il a raison, vous ne pouvez pas faire les droits en courbant la tête, parce que les droits, c'est un instrument de la politique. Donc, il a raison. Et donc, du coup, le prof s'est emballé dans cet échange-là, et il a oublié que je devais répondre. Et après, on est revenu au cours. Une digression rapide. Oui. On est revenu au cours et puis voilà, j'étais en quelque sorte sauvé, bien que Ouais, j'avais effectivement les contenus de l'affaire. Je les salue, hein, c'est le prof Jean-Paul ouais. Guiobé, voilà, qui enseignait les droits internationaux de l'environnement à l'Université catholique de Bukavu et les principaux systèmes juridiques contemporains. On salue de passage tous les professeurs qui voilà, contribuent au système éducatif en Afrique. Est-ce que tu as eu un professeur ou un événement qui, ou un cours d'ailleurs, en fait, un cours de droit qui t'a particulièrement marqué rapidement? Oui, il y a beaucoup de cours qui m'ont marqué, hein, beaucoup de professeurs aussi. Exemple, moi j'étais passionné toujours des sciences politiques, les cours d'introduction à la science politique. C'est un cours en première année des droits et beaucoup d'amis n'arrivaient pas à comprendre. Mais moi je comprenais. Du coup, les professeurs étaient assez contents quand même de voir qu'il y a certains qui comprenaient, alors que les autres n'arrivaient pas à comprendre grand-chose dans cette matière-là. C'est le prof Namegabe, c'est lui qui vraiment aussi qui m'a donné cette inspiration des sciences politiques en tant que science, parce que c'est la passion que j'avais, c'était la politique en tant qu'acteur. Ok, Ouais. parfait. On le salue de passage. On va parler de ton parcours professionnel. Tu as exercé comme avocat avant de venir en Europe. Euh, alors, ce que beaucoup de gens ignorent aussi sur moi, c'est qu'à à un moment donné de mon parcours académique,
J'avais fait le choix, entre guillemets, de m'inscrire à l'Institut d'études judiciaires de l'Université d'Angers, ici en France. Mon objectif était, j'ai envie de me préparer au cours d'avocat, au concours d'avocat, ou à l'examen pour accéder, voilà, à la profession d'avocat en France. Malheureusement, je n'ai pas pu aller au bout de ce programme. Et à cause de la pandémie de Covid-19, période vraiment difficile, mais j'avais eu l'opportunité de faire un stage de longue durée dans un cabinet d'avocats. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'avait poussé un peu à faire le choix de m'inscrire pour voilà euh, faire ces cours de préparation. Mais alors, peux-tu nous parler de comment ça s'est passé en fait? Oui, en tant qu'avocat au Congo, le débit n'a pas été vraiment en soi facile, comme d'ailleurs chaque carrière, c'est toujours compliqué. Parce que quand on a fini à la fac des droits, j'avais un ami qui s'appelle Émile Biamungu. Et avec l'ami, on aidait des étudiants pour dire des aspects méthodologiques par rapport à les recherches sur des mémoires de fin d'études ou des mémoires de master. Et du coup, ça nous permettait de nous en sortir en quelque sorte financièrement. On est jeune, on vient de finir, on n'a pas encore de boulot. Et entre-temps, il y avait mon père, lui, qui voulait que je parte directement au cabinet. Par contre, moi, je voulais me spécialiser, aller directement faire une spécialisation pour poursuivre en thèse. Donc, soit faire un diplôme d'études supérieures, parce que notre ancien système, c'était ça, soit faire un diplôme d'études approfondies. Et donc, je devais faire effectivement les droits des affaires MENA, parce que l'OADA venait d'arriver là. La RDC venait d'adhérer à l'OADA. Et ça m'intéressait beaucoup, les droits des affaires, mais il fallait voyager pour aller faire ces diplômes d'études supérieures en droit des affaires à l'Université protestante au Congo, qui se trouve à Kinshasa. Ah, oui. Et donc, du coup, comme c'était difficile de me déplacer à Kinshasa pour aller faire ces masters-là, le papa me disait il fallait commencer déjà au cabinet. Comme ça, tu commences à apprendre les rouages, voilà, en tout cas, les us et coutumes de cette profession-là. Et moi, j'ai dit au papa, parce qu'il avait son ami avocat, et qui était d'accord, je lui ai dit, voilà, bon, si l'avocat en question des doyens, il s'appelle Jean-Miguel Tirouza, s'il accepte que je vienne avec mon ami, ça sera intéressant. Comme ça, on va poursuivre aussi nos activités de recherche au cabinet. Heureusement, les doyens en question étaient d'accord et c'est comme ça que je suis parti, voilà, rejoindre son cabinet avec les collègues. Et on a commencé la profession d'avocat. Mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que dans la profession d'avocat, il y a l'aspect ancienneté qui compte beaucoup. Et il y a une certaine présomption des connaissances hein, dans les chefs des anciens. Donc, quand vous prestez devant les tribunaux, que ce soit devant les tribunaux de commerce, grande instance ou la cour d'appel, les aînés ont tendance à profiter de votre jeunesse pour effectivement vous laminer du côté du droit. Et donc, une sorte d'intimidation générationnelle. Mhm. Mais moi, par contre, je suis quelqu'un d'audacieux. C'est que moi, je n'acceptais jamais cela. Et moi, je disais toujours, voilà, dès qu'on est devant les tribunaux, on est tous avocats. On doit du respect aux aînés. Mais quand ce sont des questions de droit, où on défend les droits de nos clients, voilà, on les défend en tant qu'avocat qui a été consulté. Donc, on ne doit pas courber les chines parce qu'on est face à un ancien, à un doyen ou même à ton professeur d'université, parce qu'on a eu des cas où vous vous retrouvez opposé à votre professeur des droits civiques, des obligations, devant les juges, devant les Ouais. tribunaux. Et comment vous vous comportez? Est-ce que vous vous comportez comme étudiant, ancien étudiant ou comme avocat face à votre confrère avocat?
Donc, il faut monter la hauteur en termes de caractère et considérer que vous n'êtes plus à l'auditoire, mais vous êtes devant les tribunaux. Et donc, ça devient un confrère. Donc, on a eu beaucoup de cas comme ça et beaucoup de professeurs de droit, parce que chez nous, c'est autorisé qu'un professeur de droit soit en même temps avocat ou magistrat. Beaucoup de nos professeurs de droit avaient du mal à aller prester. Donc, ils prenaient cette qualité d'avocat, mais ils ne prestaient pas souvent. Ils avaient des jeunes dans des cabinets qui vont prester voilà, au sein du cabinet, mais lui-même, il évite de se confronter à ses anciens étudiants parce que parfois, il peut venir avec des idées lacunaires et il est ramassé facilement par ses anciens petits étudiants. Oui. Voilà, donc c'était ce monde-là. Et il y a un dossier qui m'a beaucoup marqué. C'était un dossier à la cour militaire d'ici de Kivu, un dossier d'insurrection où il y avait un groupe armé qui a mis en difficulté toute la ville pendant une journée. C'était un dimanche. Et nous, on assistait en tout cas l'une des parties au procès parce qu'ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et mouvement insurrectionnel, ainsi de suite. Donc, on assistait quelqu'un qui les logeait chez lui, mais qui n'avait pas connaissance de leurs manœuvres, en quelque sorte. Ok. Et l'auditeur supérieur, on était un collectif de 7 jeunes avocats carrément. Il y avait 2 dames et 2 dames et 5 confrères hommes. Et tous on était jeunes. Et l'auditeur supérieur en question, c'est lui l'organe poursuivant, donc le ministère public. Lui, il a voulu aussi jouer sur notre jeunesse pour nous ramasser, pour nous descendre en quelque sorte. Et je me rappelle avoir fait un bras de fer devant la cour, la cour militaire et tout le monde était étonné parce que la cour était remplie de militaires, hein, c'était hautement sécurisé. Ok. Et du coup, l'auditeur en question se prenait comme, je dirais, les rois carrément, donc l'empereur romain. Donc personne ne pouvait contester sa position, ainsi de suite. Et nous, on demandait, je pense, que c'était une remise pour pouvoir bien préparer les dossiers. Ok. Et lui, il voulait à tout prix qu'on puisse plaider. Et il a joué sur ça pour dire à notre client, voilà, vous avez choisi des avocats jeunes. Ils sont en train de vous passer le temps alors que vous êtes en prison, au lieu de plaider rapidement pour que la cause soit prise en délibéré. Et donc, ce sont des jeunes qui ne comprennent pas encore les méandres du métier. Donc, il nous a descendu comme ça. Et moi, je m'étais dit, mais ça, c'est quand même assez grave. Et je me rappelle avoir contesté sa position pour dire, voilà, tous on a fait, si vous êtes magistrat, vous êtes avocat, vous avez fait 5 ans à la fac, donc vous avez fait la même fac, et après vous avez réussi à un concours des magistrats ou d'avocats, et donc on ne peut porter cette toge-là en tant que magistrat, en tant qu'avocat, qu'après avoir réussi ces défis-là à la faculté d'abord, et puis au concours. Donc, ça ne valait pas la peine, effectivement, de descendre les gens par rapport à leur âge. Mais il faut par contre considérer la maîtrise du droit et surtout que c'était les droits de la défense qui est sacré en quelque sorte. Et la remise qu'on demandait, c'était bien sûr pour bien préparer les dossiers. Et du coup, nous, on s'était décidé de retirer notre comparution tant que l'auditeur supérieur n'avait pas retiré les mots rabaissants qu'il avait lancés. Et c'était Il fallait tout compliqué. simplement peut-être le rappeler, le principe. Ça concerne la légalité devant la loi. Tout le monde est égal devant la loi. Vraiment, c'était Et très tu compliqué. pratiquais dans quelle spécialité du droit, Donc, précisément? au cabinet, souvent, on est généraliste parce que vous travaillez presque tous les dossiers Ouais, ok. ensemble. Vous Et aviez dès plusieurs que, dossiers dans plusieurs, oui, dans plus. c'est dans plusieurs domaines. Là, c'était en matière pénale, en droit pénal militaire, bien sûr. Ok. Et bon, les procès pénals, dès que vous retirez la comparution sur des peines qui vont au-delà de 5 ans, au fait, il ne peut pas y avoir un procès. Il faut que les gens soient accompagnés. Voilà, donc la Cour était obligée d'exiger au messieurs de retirer
de retirer ces mots qui étaient rabaissats et de pouvoir Ouais. s'excuser. Et c'était quand même les défis du métier, en quelque sorte, parce que chaque fois, vous êtes au quotidien à confronter à des défis où on vous rabaisse, où les gens contestent parce que vous êtes jeune, ainsi de suite, parce que vous trouvez des gars qui ont vraiment de l'expérience et qui ne veulent pas que cette concurrence des jeunes arrive. Donc, c'est ça les grands problèmes. Le monde judiciaire est un monde sans pitié, hein. Voilà, donc il Le faut monde être des fort. avocats, le monde des magistrats et, et des juristes en général, c'est vraiment un monde sans pitié. Oui. Et rapidement, selon toi, quelles sont les qualités essentielles pour être un bon avocat au Congo, par exemple? Pour être un bon avocat, en tout cas, c'est d'abord le travail, parce qu'un avocat ne finit jamais l'étude. Un avocat et un médecin, c'est des gens qui sont au quotidien des chercheurs, des étudiants, parce qu'il y a des nouvelles lois qui sortent, il y a des nouvelles maladies qui se développent, il y a les diagnostics qui changent. Donc, un avocat doit vraiment être à jour, doit vraiment être un bosseur, un travailleur, parce qu'il serait malheureux que, voilà, les clients perdent son dossier parce que vous avez basé votre plaidoirie sur une loi qui est déjà abrogée, totalement dépassée. Donc, ça sera très, très compliqué quand même à accepter pour les clients. L'autre question, c'est la probité morale. C'est qu'un avocat, un bon avocat, ne devrait pas s'essuyer, effectivement, mettre en difficulté son client en se laissant corrompre par la partie adverse, parce que ça existe beaucoup. Et il y a des avocats qui vendent les pièces de leurs clients, les pièces des dossiers de leurs clients et qui se tapent beaucoup d'argent. Mais c'est très, très malheureux pour un avocat. Parce que quand on décide de faire ce métier, c'est pour défendre les droits des gens. Et ce sont des questions parfois existentielles. Et après, un avocat, c'est le respect de la déontologie d'avocat. Il faut obligatoirement respecter cette déontologie-là, parce que c'est cette déontologie qui va faire en sorte que vous maintenez votre statut d'avocat tout en vivant dans une société qui vous a vu naître et grandir, mais aussi qui vous a formé. Voilà en quelque sorte. Ok, super intéressant. Merci pour ces conseils. Et je pense aujourd'hui, on vit dans un monde qui évolue très rapidement, hein. Des nouveaux outils qui apparaissent, qui nous permettent d'avoir une certaine évolution sur tout ce qui est IT, technologie. Ouais. Effectivement. Et aujourd'hui, tu es chercheur. Comment s'est faite cette transition? Je me souviens très bien des conseils de mon ancien directeur de stage pendant mon master de public des affaires. Quand je lui ai annoncé que j'allais m'inscrire pour un autre master en développement, il m'a plutôt encouragé à faire une thèse, un doctorat. Mais moi, dans ma tête, j'étais persuadé que cumuler plusieurs masters serait beaucoup plus formateur et me rendrait beaucoup plus opérationnel sur le marché du travail. Donc, j'ai préféré faire plusieurs masters que voilà de me lancer dans la recherche. Et qu'est-ce qui t'a motivé toi à te lancer dans la recherche? Moi, je dirais, c'est la passion, parce que j'étais passionné de la recherche juste après la fac de droit. Et du coup, au niveau du cabinet, je prenais déjà place. En tout cas, j'étais quelqu'un qui avait une bonne évolution et que si je restais, en tout cas, je pouvais déjà me faire beaucoup de dossiers, beaucoup de dossiers. Par contre, j'étais passionné de la recherche et je me suis dit que non, cette passion-là, je ne devrais pas l'abandonner, malgré le fait que je sois déjà dans un cabinet d'avocats. C'est ce qui fait que j'ai tout laissé. Après, quand j'ai fait ma spécialisation en droit de l'homme et droit international humanitaire, j'ai tout laissé pour aller faire. Normalement, je devais directement être inscrit en thèse, mais j'avais manqué de promoteurs en droit. Du coup, j'étais obligé de faire un autre master. Et là, ça a été maintenant un master en études internationales, voilà, spécialité développement Europe-Afrique, donc les relations internationales.
Et c'est là où on s'est retrouvés, hein, on s'est rencontrés. Oui, exactement. Donc c'est comme ça. Je m'étais dit, voilà, bon, peut-être si je ne suis pas passé par les droits pour aller en thèse, je passerai alors par les sciences politiques. Et c'est comme ça que je suis passé par les sciences politiques à Szeged. Après ce master, je me suis inscrit en thèse en France. Et c'est comme ça que je continue à faire cette recherche-là. Mais à dire vrai, je n'ai pas abandonné les droits en soi, que ce soit la recherche en droit, que ce soit sa pratique en tant qu'avocat. Parce que j'envisage, en tout cas dès que j'aurai plus de temps, là ça sera maintenant calmement, de faire une thèse en droit. Parce qu'il y a des amis qui considèrent que nous, on s'est perdu des chemins. On a abandonné le droit. En abandonnant les droits, en devenant politicien, ou pas politicien, mais politologue, voilà, politiste. Et un jour, j'ai publié un article sur la délinquance juvénile, Oui, analyse des causes et mécanismes de prévention dans la ville de Bukavu, Sud Kivu. Et il y oui. a un des collègues juristes qui est venu commenter sur Facebook pour dire, mais ça c'est la sociologie, mon gars, tu es devenu sociologue. C'était une balle perdue Oui, qu'on a envoyée à tous les sociologues. effectivement. On n'a on n'a pas attaqué que les juristes Oui. ou les avocats. Ah, et moi, je lui ai dit, mais non, je suis toujours juriste, mais voilà, c'est l'interdisciplinarité aussi. Donc, Ouais. pour comprendre la délinquance juvénile, il faut interroger aussi des aspects sociaux, les vécus de ces Mais, enfants, mais, ainsi mais de d'ailleurs, suite. en fait, c'est l'avantage que nous avons en tant que juristes, hein. Oui, Le droit est très large, en fait. C'est un domaine qui peut toucher presque tous les domaines de la vie, hein, tous les rapports de vie en société. effectivement. Et si tu te rappelles, en fait, des cours de droit qu'on a eu à licence Oui, et tout le parcours, en fait, qu'on a eu aussi en master, tu te rends compte que, bah, franchement, le droit, c'est tout. C'est centré dans tous les rapports de vie en société. C'est intéressant. On va parler de ton parcours migratoire. J'aimerais bien revenir sur ta thèse, mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je sais pas si tu as quelques voilà, si tu as envie de nous parler un peu de comment se déroule ta thèse, en une minute, comment ça se passe. Et je sais que tu bouges beaucoup aussi à travers l'Europe, tu vas dans d'autres pays. Tu rédiges beaucoup d'articles aussi, tu as écrit beaucoup plusieurs ouvrages, on n'en a pas parlé. Et comment ça se passe la recherche avec ta thèse et avec tout ce que tu es en train d'accomplir dans ce domaine? oui. Pour ma thèse, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, question de passion. Donc, comme je viens de cette région des Grands Lacs, donc dans les régions de l'Est du Congo, particulièrement la province du Sud Kivu, c'est que bien sûr, je suis les reflets de cette histoire aussi, hein, contrastée comme je l'ai dit. Et mon projet de thèse a été inspiré par ces vécus, ces passés que j'ai eu à vivre, ces passés conflictuels, ces conflits infernaux. Et j'ai choisi un projet de thèse qui chercherait à penser les voies et moyens, en tout cas africains, qui puissent, un temps soit peu, apporter des solutions à ces conflits-là, mais avec un premier objectif déjà de comprendre ces conflits, scientifiquement bien sûr, et de pouvoir en tout cas examiner les échecs des voies qui ont été activées et de voir comment, bien sûr, on peut proposer des vraies réponses qui puissent participer au développement de cette région qui est potentiellement riche, mais qui est rongée par les conflits. Et donc, ma thèse porte sur les thèmes l'expérience africaine dans la régionalisation de la sécurité collective, l'éradication des groupes armés transnationaux et nationaux dans la région des Grands Lacs. Ah, Donc, c'est très pertinent. ouais, Très percutant, ouais. c'est intéressant, mais complexe aussi, parce que Ouais, comme très, les très. conflits, c'est fortement régionalisé, qu'il implique beaucoup d'acteurs, et quatre terrains d'études, vraiment quatre pays qui sont impliqués soit directement ou indirectement dans les conflits. Donc, les Congo, la République démocratique du Congo, le Burundi, les Rwanda et l'Ouganda. Donc, ça me fait beaucoup de gymnastique intellectuelle. Ouais.
Ah, et j'imagine. pouvoir saisir ces différents contextes et pouvoir faire la sociologie, la socio-histoire de la conflictualité dans tous ces pays, dans chaque pays, avant de voir les ramifications au niveau régional. Donc, ce qui fait que je traîne, je Ouais, non, traîne. mais écoute, c'est normal, hein. Oui, C'est normal. La thèse prend beaucoup de temps et pour avoir un très bon travail, je pense il faut du temps. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est un thème qui est très complexe, très compliqué et l'étude, je pense que demandera beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de ressources et, et beaucoup plus de temps, je pense. effectivement. Et je pense que voilà, c'est pas évident aussi, surtout quand on vit à l'étranger. La voilà et donc c'est pas évident quand on n'est pas sur place parce que je pense qu'il y a quand même, besoin parfois peut-être d'aller sur le terrain, Oui, et de constater ce qui se passe, et de voir aussi à partir, des analyses, empiriques qu'on pourrait avoir, si on peut, approfondir, l'étude ou même, pourquoi pas, peut-être, voilà, et essayer de pivoter ou repositionner. ouais, c'est complexe et effectivement, étant au moins l'avantage qu'on a, c'est d'être originaire de la région. Donc, on Exactement. a Tu as un vécu, ouais, c'est ça. ces véquis, ces capitales historiques, mais Mais il aussi faut capitaliser tout ça, ouais. voilà, j'y vais de temps en temps parce que j'utilise l'observation ethnographique, étant donné que ce sont des sujets de sécurité, donc qui te demandent beaucoup plus de précautions dans une zone très complexe pour ne pas, pour la recherche qu'on te coupe la tête, au fait, ça ne servira à Ouais, bien rien. sûr. Donc, du coup, j'ai fait quelques fois des terrains, mais ce sont des terrains d'observation ethnographique. Et puis, après, bon, tu trouves que ce sont des questions de sécurité. Tu ne peux pas faire des entretiens en soi, parce que si ce sont des entretiens, c'est des militaires. Parfois, les militaires ne savent même pas pourquoi ils se battent. Si, Ouais, si ce sont ouais, les politiques, ouais. ils ne vont pas t'avouer leurs mobiles, les vrais mobiles, sinon tu suis les communiqués, leurs interventions, leurs discours, ainsi de suite. Donc, j'essaie quand même d'utiliser des approches assez adaptées. C'est assez interdisciplinaire aussi. Voilà, mais je pense en tout cas qu'au début de cette année qui commence, on essaiera de boucler la boucle. C'est parfait. On va parler de ton parcours migratoire. Comment ça s'est passé, ton arrivée ou, j'allais dire, que tu as rencontré des difficultés au début, en Europe? En termes de difficultés, pas beaucoup, parce que bien sûr, votre promotion est déjà, on se connaissait avec certains, et donc les formalités administratives, et puis l'université, en tout cas sensibilisée sur ça aussi. Donc, on a eu des gens qui nous ont accompagnés dans les procédures à la préfecture, l'ouverture des comptes bancaires, toutes ces procédures d'intégration. Pour quand même commencer la vie, les marchés, Tesco, et ainsi de suite. Donc, quand même, on a été facilité en quelque sorte parce qu'il y avait des aînés avec toute cette solidarité africaine. Ils ont organisé cette festivité de réception des nouveaux. Vous avez organisé cela et ça a été voilà les moments où on a été sensibilisé, informé sur les réalités de la ville, tout. Et c'était quand même bien, mais bon, au niveau financier, il y avait toujours des défis. Parce que dès que tu quittes l'Afrique, bon, voilà, on considère que là où tu vas, tu auras des moyens pour t'en sortir. Et c'est pas vraiment facile. Aussi, en tant que chercheur, que tu peux me définir, ce que c'est un migrant? Qu'est-ce qu'un migrant? J'aime souvent rappeler que le mot migrant est mal défini par beaucoup de gens, y compris certains spécialistes ou acteurs institutionnels, hein. Quand on parle de migrants, on imagine tout de suite les épreuves, les frontières, les traversées en mer. Et souvent, je dis réduire la migration à cela, c'est passer à côté de l'essentiel. Selon toi, en tant que chercheur, comment est-ce que tu définirais migrant, le terme migrant? Oui, c'est un terme carrément avec beaucoup de définitions.
et sur lesquels, en tout cas, que ce soit la doctrine ou les praticiens du monde humanitaire ne se mettent pas d'accord sur une définition précise. Et moi, en tout cas, pour une définition simple, c'est que on est migrant dès qu'on quitte son pays. On devient migrant en quelque sorte, parce que même ceux qui sont en transit, ceux qui voyagent, qui vont faire un transit, passer par tel pays pour arriver à tel autre ou tel aéroport pour aller prendre un tel autre vol, sont aussi des migrants en quelque sorte. Ceux qui se retrouvent, voilà, quitter leur pays et qui travaillent ailleurs dans un autre pays, ils sont aussi migrants, et ainsi de suite. Donc, c'est un concept qui englobe, je pense, une grande catégorie d'individus et qui ne devrait pas être réduit aux gens qui sont en détresse ou aux gens qui cherchent l'asile. Parce que c'est ça, c'est réduit globalement aux gens qui cherchent l'asile ou aux gens qui migrent pour des raisons économiques. Alors que même ceux qui voyagent, un Français qui voyage et qui va à New York, quand il arrive à New York, il est dans des loups, Ouais, de ces migrants, en quelque sorte. oui, Voilà, donc il faudrait une conception plus globale de ces concepts-là des migrants, bien que chacun peut être classé, bien sûr, selon sa catégorie. exactement. Et d'après ton expérience personnelle et ton expérience en tant que chercheur, quelles sont les principales causes de la migration congolaise aujourd'hui? Oui, Tu me diras en fait si on a les mêmes principales causes. Pour ce qui est en tout cas de la migration guinéenne, comme je l'explique d'ailleurs dans mon dernier livre, Les trajectoires migratoires guinéennes, au-delà des chiffres, que vous pouvez d'ailleurs acheter sur Amazon ou en librairie. Cette migration guinéenne s'explique par plusieurs facteurs. On peut citer entre autres l'instabilité politique, la précarité économique, le chômage massif des jeunes, les pressions familiales et je vais dire aussi les difficultés d'accès à un parcours scolaire et universitaire localité. C'est des questions que j'ai vraiment abordées dans le livre et pour moi, c'est les principales raisons qui poussent beaucoup de migrants guinéens à quitter le pays. Et parle-nous un peu des causes de la migration congolaise. oui, pour les cas du Congo, c'est pas très loin des causes que vous venez d'évoquer, hein, pour ce qui concerne la Guinée. C'est que au Congo, c'est encore un peu aggravé d'ailleurs. De ces conflits longs et infernaux qui ne s'arrêtent jamais à peu près, parce que nous, on est nés dedans et en train de vieillir dedans. Ça signifie que la première cause en soi, en tout cas pour ce qui est du Congo, c'est cette instabilité politique et ces conflits infernaux qui ne se terminent pas. Donc maintenant, plus de 25 ans de guerre. Et cette situation d'instabilité politique et de conflits font en sorte que voilà, il n'y a pas une économie qui se développe. Et donc, du coup, le chômage des jeunes est assez élevé. Et ça fait en sorte que les gens cherchent à aller ailleurs pour trouver des meilleures conditions. Mais bon, il y a des déplacés internes beaucoup plus grands que même ceux qui décident d'aller ailleurs qu'au Congo. Oui, Mais là, ce n'est pas souvent étudié. Mais il y a des régions du Congo qui sont des régions potentiellement minières et où il y a une forte mobilisation de la jeunesse qui va s'orienter vers ces régions-là pour aller travailler dans les secteurs miniers, soit dans les mines artisanales ou soit dans les multinationales minières qui sont nombreuses dans des régions comme les Katanga ou certaines régions du Touri aussi, au nord Kivu, province orientale aussi et au sud Kivu. Donc, par contre, au niveau de Kinshasa, la capitale, il y a cette pression familiale aussi qui est présente
où il y a cette concurrence. Voilà, si telle famille a des enfants en Europe, il faudrait que notre famille aussi puisse en avoir. Si telle a fini les études dans telle meilleure université française, il faudrait qu'on ait aussi. Donc, il y a cette petite concurrence, cette pression au niveau de la famille, mais qui se justifie aussi par le fait que ceux qui obtiennent les diplômes de l'étranger, principalement des diplômes obtenus en Occident, l'Occident global, vont être beaucoup plus considérés et respectés que ceux qui ont fini totalement leur cursus au niveau national. Parce qu'on va considérer bien sûr que les universités congolaises souffrent des défis de moyens et organisationnels. Donc, il y a tous ces aspects liés au chômage, ces aspects liés à la pression familiale, ces aspects liés aux opportunités que l'extérieur offre et beaucoup plus ces conflits et les crises politiques qui ne se terminent jamais depuis la fin des années 80. Voilà. Ok. Et c'est super intéressant. Merci d'avoir partagé ça. Si tu devais décrire ton expérience migratoire en un mot, ce serait lequel? En un mot, je pense que je reviendrai sur carrément la résilience, parce que c'est un parcours de combattant. Je dirais que combattant carrément. Combattant, parce que c'est un combat de tous les jours quand on est migrant, en quelque sorte. Ok. Si c'est pas les séjours, c'est le travail. Si c'est pas le travail, c'est les titres de séjour. Donc c'est très très fragile en termes de statut. Quand on est migrant, c'est complexe. Oui. Ouais, ok. C'est vrai qu'on a parlé de ce flux migratoire ou des principales causes qui poussent les Africains à quitter leur pays. Mais je pense il ne faut pas oublier que la plupart des migrations, en tout cas en Afrique, des flux migratoires en Afrique, ont lieu à l'intérieur du continent. Effectivement. C'est par exemple, voilà, des personnes en tout cas qui quittent un pays africain pour s'installer dans un autre. Donc le plus grand flux migratoire est vraiment interne. Donc il faut pas juste, voilà, accepter ce que vous voyez, ce que vous entendez dans les médias. Ce qu'on vous dit, que voilà, il y a beaucoup de migrants africains qui partent aux États-Unis ou en Europe. Non, le plus grand flux migratoire est interne. Oui, c'est très, très important. Ouais, parce que en Occident, on joue sur les chiffres Oui, sans pour autant faire une analyse comparative pour voir effectivement quel est le seuil de la migration sur les continents africains. Et même quand on compare la migration des Africains vers l'Europe, par rapport à d'autres coins du monde, on constate que du côté africain, les chiffres sont assez minimes. Mais ouais. par contre, dans les médias, c'est assez exagéré. On nous fait comprendre que voilà, toutes les populations africaines sont en train de quitter l'Afrique pour venir en Europe, alors que c'est vraiment Voilà. pas le cas. On va parler de la situation du Congo, de la situation actuelle. Quel regard portes-tu sur la situation actuelle entre la RDC et le Rwanda? Je rappelle que voilà, tu nous as parlé un peu du thème de ta recherche qui porte sur cette crise qui sévit depuis plusieurs années dans cette région. Mais avant de te laisser répondre, je vais clarifier un point important concernant mon attirance pour le Rwanda, parce qu'on parle du Rwanda. Il faut que je revienne un peu sur parce que sur les réseaux sociaux, je partage souvent des aspects positifs de ce pays. Ce que j'admire profondément, c'est la résilience. Tu vois, le mot résilience revient toujours, le terme résilience. Oui, Et donc, ce que je dis souvent à des proches ou à des personnes qui me demandent ah pourquoi tu aimes le Rwanda, et je leur dis souvent en fait ce que moi j'admire, c'est vraiment la résilience incroyable dont le Rwanda a fait preuve. oui, Après les événements tragiques que le pays a traversés, on en a parlé, tu en as parlé tout à l'heure. Et passer d'un génocide, une nation aussi disciplinée, c'est vraiment admirable. Et quand je parle de discipline, je pense par exemple aux motards qui portent des casques et qui respectent tout simplement les règles du code de la route et qui s'arrêtent par exemple quand le feu est rouge. Mais je pense aussi aux citoyens rwandais qui font des actions de service civique
en contribuant par exemple à l'assainissement afin de rendre leur pays très clean, très propre. Et ça se voit aussi, c'est un pays qui est considéré très, 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 très propre. Et donc, je tenais vraiment à être clair sur cette question. Mon admiration va au pays et à son peuple, Ah et oui. pas à un individu, à un groupe de personnes en particulier. Je vais rassurer tous mes amis congolais parce que j'en ai plusieurs. Moi, je dénonce absolument le conflit qui sévit dans l'est de la RDC. Donc, il faut que voilà, la RDC puisse retrouver cette souveraineté de son territoire et de ses ressources aussi. Parce qu'il faut pas oublier, il faut aussi parler de paix. On est tous pour la paix et la stabilité, que ce soit au Congo, au Soudan, en Palestine. Je tenais vraiment à revenir sur ça avant voilà, de te laisser répondre à la question sur la situation actuelle entre la RDC et le Rwanda. Oui, hein, c'est très, très intéressant de faire cette précision. Et qui est sûr, hein, entre la RDC et le Rwanda, c'est en fait des voisins qui sont voués et condamnés à vivre éternellement côte à côte. Donc, Absolument. c'est l'histoire de la création, personne ne changera cette histoire. Et donc, les acteurs qui sont là aujourd'hui, ils vont passer, comme il y en a eu ceux qui étaient là hier, et ils sont passés, et il y aura d'autres acteurs demain, ainsi de suite. Et les Congo et les Rwandais resteront voisins jusqu'à la fin du temps. S'il y en aura, bien sûr, si chacun ne finit pas son temps en partant. Donc, du coup, par rapport au conflit, oui, bon, c'est un conflit qui est déjà ancien et qui se renouvelle au fil du temps, tout en mobilisant chaque fois pour presque les mêmes causes et en changeant des acteurs, mais qui sont de la même lignée, en quelque sorte. Et voilà, c'est des conflits où les États se battent, mais de manière indirecte, où ils vont utiliser, bien sûr, des groupes armés, voilà, qui vont défendre leurs causes et où ils vont leur offrir tous les moyens militaires, renseignements, même en hommes, parfois. Ainsi de suite. Mais bon, moi, c'est que je prône davantage parce que bon, on n'a pas le temps vraiment pour revenir dans la compréhension du conflit, ses causes, ses facteurs, ainsi de suite, ses acteurs, parce que ça peut prendre des jours et des jours. Oui, absolument. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il n'y a pas une impossibilité de paix entre les Rwandais et les Congo. C'est possible de faire la paix. Parce que quand vous regardez le flux de va-et-vient entre Rwandais et Congolais au niveau des frontières, que ce soit à la frontière des Ruzizi 1 et 2 au sud Kivu, ou à la frontière du Nord Kivu, à Gisenyi, sur la frontière naturelle là-bas, il y a beaucoup de flux. Et alors, beaucoup de Rwandais qui viennent au Congo pour vendre soit leurs marchandises, pour soit travailler dans la construction, dans d'autres secteurs. Il y a des Congolais qui partent pour se ravitailler, soit en vivres, ainsi de suite, ou dans d'autres articles, hein, même les services banquiers, ainsi de suite, parce que les Rwandais ont un service banquier assez développé, assez sérieux. Et donc, vous comprenez qu'entre les peuples de ces deux pays, il n'y a pas de conflit en soi. Ok. En tout cas, si tu y arrives, c'est ce qui fait que moi, j'utilise beaucoup l'observation ethnographique. C'est que quand tu arrives au niveau de frontières, mais bon, au moment où on se bat, on est en train de se battre au Nord Kivu, à Sake au Nord Kivu ou à Bunagana. En même temps, sur la frontière, même au Nord Kivu, dans la ville de Goma, les gens sont en train de traverser. Les Congolais sont en train de traverser, aller au Rwanda, à Gisenyi. Et les Rwandais sont en train de traverser, venir au Congo, à Goma. La même chose au sud Et la Kivu. traversée, elle est safe ou Il n'y a pas de c'est sous contrôle tension? énorme. Il n'y a pas de D'accord. contrôle énorme, c'est juste votre carte d'identité, c'est fini, vous passez. Il n'y a pas de visa à acheter parce qu'il y a ces mécanismes d'intégration de la CPGL. Oui, tout à fait. C'est, voilà, tout ça, de la CIRGL. Donc, il y a ces facilités et il n'y a pas vraiment de tracasseries. Donc, nous, moi, personnellement, on passait des week-ends souvent au Rwanda avec des amis. Voilà, vous partez prendre un verre. Vous rentrez à minuit.
vous traversez les frontières, alors qu'entre-temps, l'armée congolaise se bat avec les proxys de l'armée rwandaise au nord Kivu, à Rutshuru ou à Bunagana. Vous comprenez en réalité que, bon, entre les peuples, il y a pas de problème, il n'y a pas un déficit de vivre ensemble, mais le problème qui se pose, c'est beaucoup plus l'irresponsabilité des acteurs politiques. Avant que tu ne continues, est-ce que tu donnes l'exemple en fait sur cette traversée et il y a quelque chose qui me vient en tête. Je pense à un ami qui a, je crois, récemment travaillé dans une organisation internationale au Congo, Oui, mais il me disait que c'est tous les jours la frontière pour venir travailler au Congo, oui, mais l'organisation était basée sur le territoire rwandais. Pour une question de sécurité, oui, ils avaient leur résidence, leur résidence justement sur le territoire rwandais où ils étaient basés, oui, mais tous les jours, ils traversaient la frontière pour aller travailler parce qu'ils travaillaient sur la RDC. Donc c'est un effectivement. ami et d'ailleurs il se reconnaîtra, Oui, il se reconnaîtra parce qu'il est dans le groupe qu'on a créé. Et je pense à lui et je dis mais comment ça se fait que dans les médias, on nous parle, tu vois, de guerre et nous, à distance, on a cette image qui est, voilà, qui est de la guerre ou qui est une certaine instabilité, qui est de la tension et que sur le terrain, qui est quand même, voilà, ce flux comme tu le décris et où cette intégration au niveau de la population, les gens qui traversent la frontière pour aller traiter avec d'autres personnes de l'autre côté de la frontière. C'est intéressant de souligner ça pour surtout ceux qui ne sont pas sur le terrain et qui n'ont pas, qui ne travaillent pas sur ces questions, qui ne voient pas la réalité et qui se contentent tout simplement bah, de regarder, de voir ce qui se passe en fait dans les médias. effectivement, c'est très, très important parce que quand on entend en tout cas ces conflits de loin, on pense que la paix serait impossible. On pense que Congolais et Rwandais, ils se battent chaque jour et qu'ils ne se saluent plus, ils ne se côtoient plus ou que voilà. Non, depuis que la guerre a commencé, il n'y a jamais eu fermeture de frontières entre les deux pays. Les deux pays se fréquentent toujours, donc les peuples des deux pays, ainsi de suite. Donc, les causes ou en tout cas, les déficits dans la recherche et la construction de la paix se situent au niveau des acteurs. Et pourquoi au niveau des acteurs? Parce que ce sont des acteurs qui veulent conserver leur pouvoir. Et donc, Et ils du coup, vont, quand tu parles d'acteurs, oui, tu parles d'acteurs politiques, oui, des acteurs politiques, bien sûr. des acteurs politiques ou même militaires, mais Oui, après tout, c'est de la politique, quoi, en fait, oui, ou de la géopolitique. oui, c'est Donc, beaucoup les plus. populations ne sont pas directement concernées par cette crise, si je comprends bien. Effectivement, les populations, la crise les touche parce que ce sont du côté congolais qui vont mourir, bien sûr. Mais en termes de conflictualité, parce que quand on analyse la conflictualité armée dans d'autres conflits, si vous regardez que ce soit à Gaza ou en Ukraine, Mhm. vous verrez entre Ukrainiens et Russes, mais c'est devenu impossible d'échanger. Ils ne peuvent pas traverser, les Ukrainiens ne peuvent pas traverser Ouais, la frontière russe, ni les Russes ouais, tout est bouclé, ouais. ne peuvent pas traverser la frontière de l'Ukraine pour venir acheter à vivre ou quoi que ce soit travailler, malgré le fait qu'il y a des zones qui soient touchées par les conflits. Donc, Mm. par contre, le cas du Congo et du Rwanda, c'est différent. Donc, Ah, ça, c'est bon à savoir. Ouais. oui, oui, c'est très différent. Donc, les gens traversent, ils se ravitaillent, ils travaillent d'un côté comme de l'autre, ainsi de suite. C'est comme s'ils n'étaient pas dans ce conflit-là. Et vous ne écouterez jamais des gens qui se sont battus parce que voilà, ils ont évoqué les motifs que nous sommes en guerre entre vous. Et voilà, on se bat, toi tu es tel, on va te ligoter, on t'a attrapé, donc tu n'as pas de protection, on te ligote ou on fait ceci ou cela. Non. C'est ce qui fait que, en quelque sorte, la construction de la paix dans cette région n'est pas difficile. Ok. N'est pas difficile si les acteurs prenaient les responsabilités
en tant qu'acteur africain pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Mais les grands soucis, c'est effectivement ces acteurs politiques qui cherchent à conserver les pouvoirs. Parce que c'est les seuls moyens. Maintenir la guerre permet effectivement au régime rwandais au pouvoir aujourd'hui de continuer à rester et de ne pas discuter des questions de l'ouverture de l'espace politique, des questions de démocratie. Ou aussi ces acteurs qui se laissent aussi manipuler par des acteurs externes, Internationaux, en oui, fait, oui, internationaux, il oui, faut le dire, hein. oui, bien sûr. Parce que j'avoue que c'est un peu difficile à expliquer, comme tu l'as dit, hein, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est une question qui est passionnante et surtout c'est intéressant de t'entendre expliquer tout ça. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Mais je voulais juste souligner, il n'y a pas que voilà les acteurs régionaux, il y a aussi des acteurs internationaux qui sont impliqués aussi d'une manière ou d'une autre dans ce conflit. Effectivement, c'est ça. Il y a, bon, là où il y a guerre, hein, il y a opportunité au niveau interne, au niveau régional et au niveau international. Comme c'est une guerre, au fait, comme c'est une zone très riche en minerais stratégiques, donc du coup, les multinationales du Nord vont venir s'approvisionner, chinoises, ainsi de suite. Ils profitent, c'est une opportunité. Donc dès que des frères se battent, les voisins, ils viennent profiter des opportunités. Donc, ce n'est que normal. Ça signifie Ouais. que c'est à nous, Africains, et à nous, en tout cas, États de la région des Grands Lacs, citoyens de cette région, de pouvoir construire la paix et comprendre effectivement qu'on est perdant. On est vraiment perdant parce qu'on donne des opportunités qui pouvaient participer au développement de la région et permettre à tout le monde de vivre dignement à l'extérieur qui vient s'enrichir presque gratuitement sans rien dépenser et sur les vies des gens qui sont égorgés du jour au lendemain. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions une autre fois. Et en termes de solutions, toi tu le fais déjà, hein, parce que tu es dans la recherche de solutions. Et selon toi, quel rôle peut jouer la diaspora congolaise et africaine en général dans la recherche en fait, de solutions dans cette région? Oui, bon, moi je pense qu'un aspect très important que nos diasporas n'essaient pas de cultiver, c'est cette solidarité africaine qui nous est chère et qui est à la socle des sociétés africaines. Moi, je pense que les diasporas africaines devraient s'unir chaque fois qu'il y a un État africain qui est confronté à des défis pareils, peu importe leur nationalité, pour dire effectivement qu'on doit parler de la même voix et pour dire aux acteurs politiques que leurs intérêts de conservation du pouvoir ne devraient pas passer avant, en tout cas, les intérêts du développement de nos pays. Et donc, moi, je ne vois pas ce qui empêcherait à la diaspora de la région des Grands Lacs, des Ougandais, des Rwandais, des Congolais, des Burundais, des Tanzaniens, des Brazzavillois, des Gabonais, des Guinéens, de s'unir ensemble et Oui, de faire en tout cas une pression, de montrer la voie et de dire en tout cas qu'on en a assez. Il faudrait que les choses changent au Soudan, il faudrait que les choses changent au Congo, il faudrait que les choses changent en Somalie, et ainsi de suite. Le problème, c'est que la diaspora africaine est totalement dispersée ouais, et elle est héritière aussi de la division des États en Afrique, donc cette conférence de Berlin, où effectivement on nous a divisés, on a fait en sorte que les gens oublient qu'ils étaient solidaires et qu'on devait se compléter pour être fort. Donc, même si la diaspora guinéenne initie des actions, si elle les fait seule, ça aura moins d'impact, même sur la Guinée elle-même, mais ouais, aussi sur les continents africains. Mais si on s'unit, on crée une force, on montre la voie à ces acteurs politiques et on leur dit, voilà, votre Union africaine n'est qu'Union africaine des échecs et qu'il faudrait que ça soit une Union africaine de paix, de développement et de réussite. Donc, comment vous pouvez être en train de vous faire la guerre entre vous et manipuler de l'extérieur et après vous siéger dans une même organisation, une organisation africaine d'intégration? C'est illogique, c'est incompréhensible. En Europe, ils ont dépassé cela.
C'est ce qui fait qu'ils parlent de développement aujourd'hui. Mmh. Mais si nous, on doit continuer à se battre, Rwandais, Congolais se battent, Burundais, Rwandais se battent, je ne sais pas, Somaliens, Éthiopiens se battent, Soudanais se battent, bon, on ne fera que voilà la joie des autres qui vont venir piller ces matières gratuitement. Et après, on va continuer à se victimiser et à renvoyer toujours la responsabilité à l'autre, alors que voilà, on est responsable de ce qui nous arrive, en fait. À un moment donné, il faut accepter d'être responsable de sa vie. Et comme tu le dis, hein, et je pense qu'on en avait parlé il y a quelque temps, surtout sur ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est comme tu le dis, en fait, le Congo qui est en guerre ou qui est en conflit, c'est toute l'Afrique, en fait, qui est en conflit. C'est important de parler voilà, de tout ce qui est intégration. Comme tu l'as dit, hein, l'Union africaine, l'Union africaine aurait servi à pallier, aurait servi en tout cas à régler tous ces problèmes, à consolider l'union, mais c'est pas le cas. Avant de finir, parce qu'on arrive à la fin de cette discussion passionnante, intéressante, Oui. quelles sont les valeurs qui te guident aujourd'hui dans ton travail et dans ta vie en général? Oui, en tout cas, bon, la valeur la plus importante pour moi, c'est d'abord l'acceptation de soi et après, c'est la détermination. Et voilà, c'est aussi accepter de vivre ensemble. C'est vraiment ces trois valeurs-là, je pense, qui font que, en tout cas, je peux parvenir à réussir mes projets que je pense vraiment faire ainsi de suite. Parce que dès qu'on s'accepte, on ne sait pas effectivement faire ce qui est anormal. Ça signifie qu'on sait vivre selon les contextes et on arrive quand même à être résilient et aller de l'avant. Et quand on s'accepte, on accepte l'autre aussi, parce que c'est ce qui facilite les vivre ensemble. Et on ne peut construire que si il y a cette acceptation mutuelle. Parce que c'est ce qui manque et c'est ce que les médias alimentent dans les pays occidentaux aujourd'hui, où on montre que les problèmes des vies sociales, des sous-développement, des chômages, c'est lié à la migration. Ce sont ces migrants qui sont venus nous bouffer nos postes, tout ça, qui profitent, ainsi de suite. Et on oublie de montrer effectivement l'apport de cette migration aussi au développement du pays d'accueil et la richesse Ouais. que cette migration crée en termes de métissage, en termes de partage culturel, en termes d'intégration sociale. Voilà, c'est beaucoup d'opportunités. Mais bon, des politiques qui n'ont d'autres arguments qu'alimenter des tensions vont toujours jouer sur cette piste-là parce qu'elle est facile à défendre. Dès qu'on monte la crainte de disparaître, effectivement, on crée beaucoup d'adhésions parce qu'on se présente comme si on serait les protecteurs. Alors que quand on prend le pouvoir, on est incapable souvent de mettre en œuvre tous ces discours-là, anti-migrants, globalement. Parfait. Et comment vois-tu ton avenir? Retour au pays? Contribution à distance, tu le fais déjà ou entre les deux? En tout cas, bon, moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, l'acceptation de soi. Ça signifie que, bon, moi, je m'adapte selon les opportunités que l'environnement offre. Parce que ça, c'est une question qui m'a fait même été posée à l'ambassade quand j'ai demandé le visa pour venir en France. Est-ce qu'après tes études, tu vas rentrer chez toi ou tu vas rester en France? Moi, j'ai répondu carrément que, bon, c'est l'environnement qui détermine tout. Soit Ouais, si l'environnement t'est favorable, mais pourquoi tu devrais rentrer dans ton pays? Parce que ça reste ton pays. Tu y vas de temps en temps. Mais si l'environnement n'offre pas d'opportunités, ça ne sert à rien aussi de s'accrocher pour dire je suis seulement en France, alors que tu pourrais peut-être avoir d'opportunités soit dans ton pays, soit dans d'autres pays. ouais. Donc, du coup, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte par rapport à l'environnement, aux opportunités que cet environnement offre. Et donc, je n'aurais pas du mal, en tout cas, si j'ai des opportunités ici, à y rester et à participer au développement de notre cher continent. Ou soit, si je n'en ai pas et que j'en trouve en Guinée, je n'hésiterai pas à aller en Guinée.
et à C'est y ç travailler, ou au Ghana ou au Cameroun, ou au Sénégal ou au Rwanda ou au Burundi, voilà, c'est ça, ou au Congo. ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais. Et j'ai eu cette discussion avec des amis aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'Afrique, hein. L'Afrique devrait être unie, on devrait être un seul pays. Et donc, quand on vient de la diaspora, quand on est à l'étranger, qu'on on décide en tout cas, de retourner en Afrique, je pense qu'il n'est pas nécessaire de penser seulement à son pays. On peut aller, quelqu'un qui est congolais peut aller en Guinée, comme tu l'as dit, hein, Oui, bien et sûr. tu peux aller là-bas, tu peux, voilà, trouver, des opportunités là-bas. Oui, Tu peux être utile, là-bas, comme tu peux l'être, dans ton pays d'origine aussi. effectivement. Il faut avoir cette ouverture d'esprit, au niveau de la diaspora pour dire, et ça se voit aujourd'hui, hein, surtout, sur le plan, entrepreneurial. Tu beaucoup de membres de la diaspora qui rentrent, par exemple, surtout, quand on prend, en fait, le monde francophone, et tu as beaucoup d'Africains aujourd'hui qui partent s'installer en Côte d'Ivoire, par exemple, ou au Effectivement. Sénégal, pour travailler, Oui, alors qu'ils ne sont pas, à la base, en fait, ivoiriens ou sénégalais. Et quand tu prends, Abidjan aujourd'hui, c'est devenu, voilà, une ville, où, tu as beaucoup de francophones issus de la diaspora qui s'installent, et au Sénégal, c'est pareil. J'imagine que c'est aussi le cas dans plusieurs. Je pense que c'est un peu notre génération qui commence à réfléchir ainsi, et c'est tant mieux. J'ai 2 dernières questions. oui. La première, c'est, tu tu as une citation ou un proverbe, congolais qui te parle particulièrement? Un proverbe congolais. Oui, une citation, comme je veux quelque chose, qui te parle, ou qui pourrait me parler aussi, ou parler aux personnes qui nous écoutent. Oui, bon, c'est dans ma langue maternelle et puis je vais traduire, hein. C'est que dans ma langue maternelle qui est les Machi, c'est la langue parlée au Bushi, dans l'ancien royaume du Bushi, bien qu'on a encore des Ah royaumes. oui, C'est les royaumes qui étaient le royaume voisin d'ailleurs du royaume du Rwanda où on s'est battu plusieurs siècles, ce qui fait qu'on a une histoire commune avant la colonisation et on se connaît fortement. Donc même nos langues sont assez proches, hein. Donc ce qui fait que vous avez des Ntwali au Rwanda et des Ntwali chez nous, chez les Bashi. Voilà, parce que bon, quelqu'un peut penser d'ailleurs que je suis rwandais à travers les noms, parce qu'il y en a de Ntwali au Rwanda aussi. Donc, ce sont nos langues bantoues qui se rencontrent souvent. Donc, du coup, le proverbe que je peux dire, c'est Omulume Adjirwano Abo. Ça signifie en français que l'union fait la force. L'union fait la force et quand on n'est pas unis, on perd doublement. Donc, on a intérêt, nous, Africains, bien sûr, que ce soit de la diaspora ou à l'interne, ou en Afrique ou dans nos pays, d'être unis, d'être solidaires pour être forts. parfait. Moi, j'ai envie aussi de te partager, je l'ai fait, hein, et je le fais souvent d'ailleurs, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, dans ma langue peul. Oui. C'est Amadou Hampâté-Bâ, si tu le connais? Oui, j'ai Bah, étudié qui ne connaît pas Amadou Hampâté-Bâ? je le connais très bien. C'est un Amadou monstre. Hampâté-Bâ, il disait souvent, bah, lui, il disait que en fait, c'est un proverbe peul, Oui, En fait, moi, je le prends comme une citation de sa part. Un peul, il disait: "Sida andi a anda il y a a andai." un, Si tu sais que tu ne sais pas, ouais, tu sauras. ah voilà. Sida andi a and, sida sa an, Hmm, tu a andata. Et donc, en français, il disait: si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. effectivement, Et donc, j'aime vraiment cette citation, ou oui, ce très richement, proverbe, oui, et qui me permet, en tout cas, voilà, de me remettre en question tout le temps, oui. et pour pouvoir apprendre, tous les jours. Et je trouve que c'est très profond. Et merci d'avoir partagé aussi, ce proverbe congolais sur l'union qui fait la force. Alors, dernière question, si tu devais donner un message aux auditeurs, de la diaspora africaine, ou aux Africains tout court, hein, qui sont dans nos différents pays, quel serait-il? Oui, les messages, ce que je peux dire,
c'est qu'il faudrait que les Africains cherchent la paix et le développement. Ça, c'est très, très important parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faudrait qu'on cherche la paix et le développement parce que ces deux-là s'influencent mutuellement. Si on n'a pas le développement, on ne peut pas avoir la paix. Si on n'a pas la paix, on ne peut pas avoir le développement. C'est ça le contexte de la région des Grands Lacs aujourd'hui, où vous avez des pays avec beaucoup de richesses, mais qui ne savent pas, où les peuples ne savent pas bénéficier de ces richesses-là. Et reste le peuple les plus pauvres. C'est le cas d'ailleurs de tous nos pays africains et de tous nos peuples. Donc, il faut qu'on travaille beaucoup à la recherche de la paix pour avoir le développement. Ça, c'est très, très important. Et la diaspora a un grand rôle à jouer. Ceux qui sont dans nos pays aussi ont un grand rôle à jouer. Il faudrait que l'ethnie, que la tribu soient mises de côté et de penser d'abord à l'unité. Cette unité nationale, cette unité africaine qui nous permettra d'être un aussi comme les autres le sont aujourd'hui. En Europe, un Portugais n'a pas de difficulté à venir en France, à y travailler et à vivre, à fonder sa famille. Un Italien, la même chose. Pourquoi pas nous, Africains? Pourquoi on doit toujours être soumis à des formalités administratives de nos sens? Pour qu'un Guinéen parte travailler au Burundi, il faut des tralala comme si on allait au ciel. Donc, Oui. il faudrait qu'on dépasse ce niveau-là et de comprendre que, bon, le monde ne sera pas toujours en train de nous attendre. Mmh. Il faut à un certain moment qu'on tire les leçons Et de d'ailleurs, on notre nous attend histoire. pas, hein. Oui, on nous entend pas. C'est ce qui fait qu'on souffre d'ailleurs. On souffre, ouais, Ce on qui fait qu'on souffre de souffre. suivre, Oui, le monde, le monde. Et on est toujours, chaque fois, on tombe dans les statuts de victimes. Chaque fois, on tombe dans les statuts de victimes. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas les leçons de l'histoire. Et l'histoire ne se répète nulle part si ce n'est pas pour l'Afrique et en Afrique. franchement, merci beaucoup. On finit avec une note positive qui est celle, comme tu l'as dit, hein, de la paix et du développement. En Afrique, il nous faut la paix et le développement. Merci beaucoup, Valérie. C'était un plaisir, voilà, d'échanger avec toi. Et on apprend beaucoup de choses avec toi. Et merci de nous avoir partagé, voilà, ton histoire personnelle, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, ton parcours académique et ton parcours migratoire aussi. Tous ces conseils aussi. Et penser à la paix, vive le développement en Afrique. Merci. Merci beaucoup, cher Telly, hein. C'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger dans ces cadres qui est vraiment un cadre important pour nous, Africains de la diaspora et pour les Africains sur le continent. Et je pense en tout cas que les grandes choses peuvent partir d'ici. Et je t'encourage fortement pour, en tout cas, avoir amorcé cette initiative. Parfait. Vive la paix, vive le développement au Congo, en Guinée, au Sénégal, au Soudan, partout en Afrique, à travers le monde. Merci Et à beaucoup. bientôt. Que la paix revienne et que le développement s'amorce en tout cas. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.